Et vous connaissez tous l'éternel problème qui dit qu'on ne peut pas avoir une AMM provisoire pour un vaccin s'il y a un traitement précoce. Et donc, Eric va nous parler de ce traitement ambulatoire précoce qui est facile, qui est globalement sans danger, qui est à la portée de tous les médecins. Il y a même une partie qui est à la portée de tout le monde, puisque tout le monde prend de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc. Et il va nous expliquer l'importance, et si ce traitement pouvait apparaître, ce serait fondamental. À toi, Eric. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ta présentation. Alors, effectivement, ce soir, je vais vous parler du traitement ambulatoire précoce. Je ne vais pas vous le détailler dans toutes ses composantes et surtout, je ne vais pas vous abreuver d'études. Je crois que ce que vous avez besoin de comprendre d'abord, c'est pourquoi il n'est pas utilisé. Et nous parlerons évidemment un petit peu de ses caractéristiques ensuite. Mais le plus important pour moi, je pense, nos internautes ce soir et ceux qui verront cette présentation en différé, ne sont pas forcément des scientifiques, des spécialistes, c'est pas forcément des chiffres et des études et des virgules et des petits p qui va les convaincre. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi on en est encore à réclamer un traitement dans le domaine du Covid. Donc, la première question évidente, c'est quand même que cette épidémie, elle est là depuis 18 mois. Ce virus, il est connu bientôt depuis 2 ans et on n'a toujours aucun traitement officiel pour le traiter, apparemment, en tout cas, si on en écoute les autorités. Et ça, c'est quand même très surprenant. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de traitement aujourd'hui reconnu et utilisable et qu'on continue à laisser les patients seuls chez eux sans aucun traitement? Alors, on va se replonger un petit peu un an en arrière et je vais vous poser une question curieuse. Si vous aviez été ministre de la Santé en avril 2021, quel aurait été votre choix? Alors, ne croyez pas que c'est si compliqué que ça, vous allez voir, c'est même plutôt simple. En présence, nous avions dans le coin gauche du ring le Remdesivir. Et que savions-nous à l'époque, en avril 2020? Parce que, évidemment, il est trop facile de parler après coup, donc je me suis replongé à l'époque. Et ce médicament, à l'époque, était évidemment très nouveau. Il était connu exclusivement pour lutter contre la fièvre Ebola et il n'avait jamais été utilisé pour autre chose. On a remarqué dans des éprouvettes qu'il était potentiellement efficace sur le coronavirus. Donc, on s'est dit, ça va être peut-être le candidat, ça va peut-être être le traitement. À cette époque, il n'y avait aucune autorisation de mise sur le marché de ce médicament dans aucune maladie. Donc, il n'avait jamais été utilisé, personne ne le connaissait, à part quelques spécialistes. C'est un antiviral, il faut bien comprendre, donc c'est logique de vouloir l'utiliser contre le coronavirus. Mais il a plusieurs défauts. Il est utilisé uniquement par voie intraveineuse, donc il est exclusivement utilisable à l'hôpital, donc jamais au début de la maladie. Et malheureusement, on a très vite compris qu'il fallait traiter les gens le plus tôt possible au niveau des antiviraux parce que dans la deuxième phase de la maladie, il ne s'agit plus de maladie virale. Ça veut dire qu'un malade qui est hospitalisé a des complications qui sont liées au virus originel, mais qui ne sont plus en lien direct avec ce virus. C'est lié à l'immunité, au déséquilibre immunitaire. Et là, les antiviraux ne servent plus à rien. Donc, on avait un médicament qui était utilisable trop tard, aucun recul sur ses effets secondaires, et quand même qui coûtait 2 000 € par personne. Dans l'autre coin du ring, nous avions cette association azithromycine, hydroxychloroquine, largement plébiscitée par le professeur Raoult. Ces médicaments, à l'époque, étaient déjà très très connus. Ils existent depuis des décennies. Ils sont potentiellement, eux aussi, efficaces à cette époque. C'est ce qu'on avait constaté dans des éprouvettes, mais aussi déjà dans des études cliniques, en Chine en particulier. Ils paraissaient efficaces sur le coronavirus. Ils disposent, dès 2020, d'AMM dans d'autres domaines de maladies infectieuses. L'azithromycine, par exemple, est un des antibiotiques les plus utilisés dans les infections respiratoires. Donc, on n'a pas sorti non plus ces médicaments d'un chapeau. Ces médicaments sont donc connus absolument par tous les médecins généralistes qui maîtrisent parfaitement leurs précautions d'emploi. Moi, je les ai utilisés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans de très nombreux cas. Donc, c'était des médicaments très faciles à prescrire en ville, très précocement, dès qu'un patient était malade. Et, cerise sur le gâteau, le traitement complet coûte 20 €, 100 fois moins que le précédent. Quand vous avez ces deux médicaments ou ces deux protocoles à choisir, ils ont une efficacité potentielle. À l'époque, on ne savait pas lequel serait forcément le plus efficace, mais lequel auriez-vous pu choisir, vous, à la place du ministre pour décider de traiter les gens en attendant d'avoir plus d'études? Est-ce qu'il ne fallait utiliser aucun de ces médicaments et attendre des études qui auraient pu mettre 1 an, 2 ans à arriver, ou bien fallait-il utiliser des médicaments?
Qu'est-ce qu'a choisi l'Agence du médicament et le ministre? Eh bien, ils ont donné une autorisation temporaire d'utilisation au Remdesivir, qui avait quand même un certain nombre de handicaps, et ils n'ont jamais recommandé l'utilisation de l'association azithromycine hydroxychloroquine. Malheureusement, apparemment, ils ont dû avoir tort, puisque l'OMS a reconnu officiellement que le Remdesivir présentait des effets secondaires potentiellement graves, surtout sur le rein, et était totalement inefficace pour soigner les malades. Évidemment, puisqu'on donne ce médicament beaucoup trop tard de toute façon. Pourtant, en France, le Remdesivir a toujours son autorisation temporaire d'utilisation et certains services l'utilisent encore. On a quand même une question à se poser. Mais à l'époque, il s'est passé quelque chose de pire. Notre ministre de la Santé a pris un décret pour interdire l'hydroxychloroquine en mai 2020. Pourquoi? Le 22 mai, le Lancet, une revue qui est considérée comme une des plus grandes revues scientifiques, publie un article à charge vraiment très critique contre l'hydroxychloroquine en parlant à la fois de son inefficacité et de ses dangers. Je vous rappelle que c'est un médicament qui était en vente libre depuis 40 ans. N'importe quel médecin, sincèrement n'importe quel médecin, en lisant cette étude, pouvait se rendre compte qu'elle était totalement bidonnée, qu'il y avait des biais, des erreurs de tous les côtés. Pourtant, notre ministre, M. Véran, qui est quand même médecin spécialiste, a pris cet article pour argent comptant, a considéré que c'était un très bon article et uniquement sur la base de cette étude, a décidé par décret d'interdire le médicament, l'hydroxychloroquine, qui était pourtant en vente libre depuis 40 ans. Quelques jours plus tard, comme on pouvait s'y attendre, le Lancet s'est rétracté, les auteurs se sont rétractés et cet article a été jugé bidon, pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. Qu'a fait notre ministre? Eh bien, il est resté droit dans ses bottes et il n'est jamais revenu sur son décret. Sachez par contre que le 11 juillet 2020, à la fin de l'état d'urgence, ce décret est tombé automatiquement, comme tous les décrets qui avaient été pris pendant l'état d'urgence, et l'hydroxychloroquine aujourd'hui n'est pas interdit à la vente. Les médecins peuvent sans problème le prescrire et on peut le trouver en pharmacie, mais on n'est jamais revenu sur ce décret, on ne l'a jamais annulé officiellement. À qui profite le crime? La question peut quand même se poser. Pour autant, les choix curieux ne se sont pas arrêtés là. On aurait pu penser qu'une leçon suffisait, mais non. Alors, nous voyons apparaître en début 2021 un médicament qui a un nom très curieux et très compliqué, le Bamlanivimab. Bon, moi je l'appelle le Bambalaba, c'est plus simple, c'est une idée qui m'a été née par mon ami le docteur Gérard Modru et je trouve ça beaucoup plus amusant. C'est un anticorps monoclonal. On parle beaucoup des anticorps monoclonaux dans beaucoup de maladies. Ce sont des médicaments très à la mode et qui peuvent avoir une efficacité redoutable. Mais ils ont aussi trop souvent des effets secondaires assez sévères. Quand il apparaît, ce Bambalaba, on n'a pas d'études sur son efficacité, très peu. Évidemment, il vient d'arriver sur le marché et on n'a aucun recul sur son rapport bénéfice-risque. Il est réservé à l'hôpital, encore une fois. On ne peut pas l'utiliser précocement, on ne peut pas l'utiliser en ville. Les médecins généralistes ne pourront pas vous le prescrire. Et il coûte quand même 1 000 € la dose. Et bien entendu, le laboratoire, ce qui est normal, a demandé une autorisation temporaire d'utilisation pour ce nouveau médicament à l'Agence du médicament, l'Agence sanitaire française. De l'autre côté, l'ivermectine apparaît. Et effectivement, c'est le moment, fin 2020, où on voit apparaître un certain nombre d'études sur l'ivermectine et vraiment des études qui montrent une efficacité très probante sur le Covid-19. On a référencé aujourd'hui plus de 65 études favorables dans le monde entier. Tous les pays ont étudié cette molécule et avec certaines études de très haut niveau de preuve, randomisées en double aveugle, comme on dit, qui sont les études les plus puissantes. L'ivermectine est un médicament très connu, c'est un antiparasitaire qu'on donne pour traiter la gale en particulier. Il est utilisé et connu depuis des décennies, il n'a aucun effet secondaire, aucune précaution d'emploi. Les médecins de ville peuvent donc le prescrire facilement, ils le connaissent très bien, ça fait des décennies qu'il existe, il n'y a pas de risque et donc on peut envisager sur en regardant les études qui ont été publiées, on peut considérer que ce médicament peut avoir un certain intérêt pour soigner nos malades et évidemment, en plus, il coûte 10 € environ, donc vous imaginez 100 fois moins cher que le Bambalaba. Nous, médecins, j'en ai fait partie, nous avons réclamé
à la NSM une recommandation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'agence sanitaire et indirectement au ministère de nous autoriser et de même recommander ce médicament contre la Covid. Quel a été le choix de l'ANSM, à votre avis, face à ces deux médicaments, le Bambalaba d'un côté et le Remdesivir, pardon, pas le Remdesivir, l'ivermectine? Eh bien, immédiatement, très rapidement, l'ANSM a accordé une ATU, autorisation temporaire d'utilisation, pour le Bamlanivimab, alors qu'on avait très peu d'études et pas du tout de recul sur ce médicament. Inversement, pour l'ivermectine, au bout de 2 mois, et après avoir fait une action en référé au Conseil d'État, la recommandation temporaire d'utilisation a été refusée par la NSM, sans raison très compréhensible, puisque de très nombreux pays l'utilisent. Depuis, le Bambalaba, le Bamlanivimab, a montré qu'il était peu efficace, que sa balance bénéfice-risque était mauvaise, et même la FDA, la Food and Drug Administration américaine, donc l'agence de médicaments américaine, lui a retiré son autorisation tellement il était peu intéressant. La NSM se tromperait-elle à chaque fois? Il est malheureusement, à mon sens, toujours autorisé en France, et l'ivermectine n'est toujours pas reconnue, alors qu'elle est utilisée officiellement dans des dizaines de pays, comme nous l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Olivier. Elle a prouvé une réduction de 75% de la mortalité sur certaines études randomisées, une réduction de 50% de la durée des symptômes et même un effet préventif. C'est un des rares médicaments à avoir montré cet effet préventif sur des populations à risque. On a par exemple fait une étude en Argentine sur des soignants qui étaient en contact avec des patients Covid toute la journée, dans les services Covid. Eh bien, dans le groupe soignant qui utilisait l'ivermectine, on a eu 0 contamination. Dans le groupe témoin qui n'utilisait pas l'ivermectine, chez ces soignants qui n'avaient pas pris ce médicament, on a eu 237 cas de contamination, pour vous montrer l'intérêt de ce produit, même éventuellement en prévention, chez les cas, je dirais, à risque, dans des populations très particulières, comme les soignants, par exemple, dans les services Covid. En synthèse, si on reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire, on constate donc que les autorités, les experts qui ont décidé de notre vie depuis 18 mois, ont donc systématiquement privilégié les médicaments les plus récents, donc les moins connus, pour lesquels on n'avait aucun recul sur le risque, sur les effets secondaires de ces médicaments et qu'on allait découvrir au fur et à mesure. Des médicaments qui ne pouvaient pas être prescrits précocement, qui ne pouvaient être utilisés que par les médecins hospitaliers. Ce qui veut dire que le médecin traitant a été totalement exclu du circuit de soins, ce qui pour moi est la pire des choses face à une épidémie, d'imaginer que tous les médecins de premier recours qui connaissent leurs malades et qui peuvent les aider ont été exclus totalement du circuit sanitaire. Et évidemment, on a privilégié, surtout peut-être, ou aussi, les médicaments les plus chers, en rejetant en même temps, systématiquement, les médicaments les plus connus, donc les moins à risque. Je ne dis pas qu'ils sont merveilleusement, miraculeusement efficaces. Je dis qu'ils sont efficaces, qu'ils ont montré une efficacité et qu'ils sont suffisamment connus et sans risque pour pouvoir être utilisés. Et malheureusement, on ne les a jamais reconnus à ce jour encore. Et pourtant, c'était aussi les moins chers. Et Dieu sait que ça aurait été probablement intéressant pour notre système de santé d'avoir ces médicaments qui coûtaient beaucoup moins cher. Encore une fois, à qui profite le crime? Face à cette situation, heureusement, des milliers de médecins ont décidé de proposer, avec une faute, malgré tout, un traitement ambulatoire précoce à chaque fois qu'un malade semble en avoir besoin. Car il n'est pas question de faire de l'automédication, il n'est pas question de donner ces médicaments à tout le monde. Il est question de traiter les malades, pas les gens qui ont un test positif. Vous savez qu'en plus, un test positif, c'est souvent un faux positif, donc ça ne veut rien dire. Il ne faut pas prendre ces médicaments juste parce qu'on a un test positif. Par contre, si on commence à avoir des symptômes, et surtout si on a des facteurs de risque, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'âge, bien sûr, alors les traitements doivent être appliqués très précocement. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est qu'on n'a rien donné aux malades. Or, entre rien et un traitement potentiellement efficace ou qui a montré une certaine efficacité et qui n'a aucun risque, le serment d'Hippocrate nous invite et je dirais même nous oblige à soigner et ne pas abandonner nos malades.
Et ça, c'est probablement le principal reproche que je ferai dans la gestion de cette crise sanitaire. Ces traitements doivent être utilisés donc précocement. C'est pour ça qu'on l'appelle le TAP, traitement ambulatoire, parce que ambulatoire veut dire à la maison, et précoce. Parce que c'est dans une utilisation précoce qu'il sera le plus efficace. Certaines études ont montré que ces traitements ne marchaient pas, simplement parce qu'on a donné ces traitements à l'hôpital quand les malades étaient déjà très malades et que le virus avait disparu la plupart du temps. Donc, c'est le médecin traitant, le médecin de première ligne qui doit appliquer ces traitements, parce qu'ils permettent de réduire la gravité de la maladie, la durée des symptômes, le nombre d'hospitalisations, donc la surcharge des hôpitaux, et même et peut-être surtout la mortalité. Et encore mieux, les risques de Covid long. On commence à avoir des études qui montrent que quand les gens ont été soignés précocement, ils font beaucoup moins de Covid long. Mais le plus important, avoir un traitement comme cela, un traitement ambulatoire, prendre en charge les patients. Et je l'ai vu moi, parce que j'ai eu, comme d'autres, des malades du Covid, encore que grâce au traitement préventif, j'ai été assez peu touché dans ma clientèle, j'ai à peu près 70 cas. Avec ce traitement ambulatoire précoce, j'ai 0 décès, une seule hospitalisation. Ce n'est pas une statistique, c'est juste mon expérience. Mais il se trouve que je travaille sur un forum de 250 médecins partout en France qui sont des spécialistes des maladies infectieuses et qui ont utilisé ce traitement et qui ont les mêmes chiffres que moi. Et ce traitement, il a un grand avantage supplémentaire. Il permet de supprimer la peur. Parce que quand on est malade et qu'on vous dit il n'y a pas de traitement, restez chez vous et priez pour ne pas vous aggraver, c'est le plus grave. Le traitement ambulatoire précoce, ça soigne les patients, ça leur permet d'être moins longtemps malades, ça leur permet d'éviter l'hospitalisation et ça leur permet d'être rassurés, de se sentir suivis, accompagnés, soutenus par le médecin. C'est ça qu'on demande et c'est pour ça qu'on réclame depuis 1 an et demi maintenant pratiquement qu'on reconnaisse l'intérêt des traitements ambulatoires précoces. Les médicaments qui sont le plus utilisés sont l'azithromycine, que j'ai cité, un antibiotique, qui a aussi des actions antivirales, l'hydroxychloroquine, donc qui est connu aussi en France sous le nom de Plaquenil, qui est vraiment un traitement très intéressant, l'ivermectine, qui est donc apparu un peu plus tard et qui peut être également utilisé en prévention. Mais on a aussi le zinc. Le zinc, c'est un immunostimulant qu'il faut prendre en prévention et à plus forte dose si vous êtes malade parce que c'est un très bon antiviral et c'est totalement prouvé par la science. Certains antidépresseurs comme la fluvoxamine, ça s'appelle le Floxifral en France, paraissent aussi avoir un intérêt pour éviter les formes graves, en particulier chez les personnes âgées. Ça reste probablement encore à préciser. Ce sont des études françaises sur les antidépresseurs qui ont prouvé ça et en France, c'est totalement rejeté aujourd'hui. La budesonide, c'est un traitement qu'on utilise dans l'asthme et qui paraît là aussi réduire un certain nombre de symptômes graves au niveau respiratoire. Et on a d'autres traitements, en particulier les huiles essentielles, qui ont une action antivirale et antibactérienne et qui sont complémentaires des traitements que je viens de citer. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, j'ai uniquement cité les principaux produits. J'aurais pu rajouter aussi la vitamine D, mais qui est surtout utilisée en prévention, mais qu'on peut donner également en cas d'infection aiguë. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin. Toute personne qui présente des symptômes, je dis bien des symptômes de Covid-19, doit pouvoir bénéficier d'un traitement adapté à son cas. Il ne doit pas rester seul chez lui, il ne doit pas attendre que la maladie s'aggrave, il doit immédiatement contacter son médecin qui va lui donner un traitement adapté. Pour moi, c'est la meilleure façon et peut-être, voire probablement la seule, d'enrayer l'épidémie et de retrouver une vie normale. Je pense que le traitement ambulatoire précoce et le traitement de la maladie Covid-19 serait beaucoup plus efficace que la vaccination. Mais là encore, nous n'avons pas suffisamment d'études pour le dire puisqu'on nous a refusé toutes les études sur ce traitement ambulatoire précoce. J'espère qu'avec votre soutien, j'espère qu'avec le temps, mais dans pas longtemps, on arrivera à avancer aussi sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, merci beaucoup Eric pour cette présentation très claire qui va vraiment nous éclairer et qui va permettre à tout le monde de comprendre vraiment bien ce qui se passe. Il y a aussi encore une autre molécule qui est l'octophène. Je me souviens quand j'étais jeune médecin généraliste, on en donnait à tour de bras pour les bronchites. C'était un antiseptique, un antibiotique mineur, sans beaucoup d'effets secondaires, un bactériostatique qui permettait de très bons résultats. Il a bien fonctionné, mais malheureusement, on a un peu mis des bâtons dans les roues dans la possibilité.
Il y a aussi, c'est intéressant de voir que le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants et qui utilise l'ivermectine parce que c'est un très bon médicament contre la siccité des marais, puisque ça agit sur les filarioses, avait, aux dernières nouvelles, sur 200 millions d'habitants, uniquement 2000 décès. Effectivement, quant à l'Inde, qui a utilisé un kit de Ziver2 avec du zinc, de l'ivermectine et de la doxycline, elle a eu aussi très très peu de cas. Voilà. Et enfin, on voit aujourd'hui arriver tous les variants et qui ont tendance à échapper au vaccin, et on sera très très content d'avoir ces traitements.